Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de La nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoirs de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin et la voix pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. Réflexologie et médecine traditionnelle chinoise. La référence, pour moi, c'est Mireille Meunier et c'est mon invitée du jour. Notre échange est un petit peu long, la qualité du son pas toujours optimale, mais d'une richesse qui m'impressionne. Nous sommes partis de réflexologie et nous avons abordé la préconception, la maternité, les fausses couches, l'avortement et en fait toute la richesse qui fait la vie d'une femme liée à la maternité ou à la fertilité. Et puis sur la fin, vous allez avoir une surprise avec une méthode contraceptive que j'ai découverte avec Mireille. Bonjour Mireille. Alors, Bonjour Fabienne. est-ce que tu peux me parler un petit peu de qui tu es et quel est ton parcours? Alors, je m'appelle Mireille Meunier. Je suis née à Munich, en Allemagne. J'ai de la double nationalité franco-allemande et j'ai fait des études de soins naturels, de médecine naturelle à Berlin. C'est mon métier d'origine. C'est un diplôme d'État en Allemagne et je me suis spécialisée en réflexologie selon la tradition chinoise quand je suis venue en France en 95. À Berlin, dans mon cabinet, je pratiquais l'acupuncture, le shiatsu, l'auriculothérapie, la réflexologie. Mais en arrivant en France, vu le statut des soins naturels en France, qui est un petit peu plus compliqué qu'en Allemagne, parce qu'il n'y a pas de législation, eh bien, je me suis spécialisée en réflexologie selon la tradition chinoise. J'ai gardé le concept yin-yang et des 5 éléments en réflexologie. Voilà, en point de formation. D'accord, donc aujourd'hui tu as un cabinet et tu es aussi formatrice, tu as une école. Voilà, j'enseigne, je forme au métier de réflexologue. Je donne des consultations aussi à mon cabinet et je suis spécialisée dans l'accompagnement de la femme enceinte en maternité, en périnatalité. Tout à fait, oui. Mm. Périnatalité, qu'est-ce que tu entends par périnatalité? Tout ce qui tourne autour de la grossesse, de l'enfant, du soin des nouveau-nés, des bébés, des jeunes enfants, en réflexologie. La période de la préconception aussi dans la tradition chinoise. En fait, quand on souhaite avoir un enfant, il est conseillé de s'y préparer 3 mois avant. 3 mois Mhm. avant, de déjà préparer son corps, mais aussi ses énergies, sa vie intérieure, ses affects, son esprit, à l'accueil d'un nouvel être humain. Hein, il est conseillé de s'y préparer 3 mois avant minimum. Hein, voilà, c'est 3 mois à peu près. D'accord. Et quand tu parles de préparation au niveau de l'affect, ça consiste en quoi? Alors, il y a déjà une préparation, on va dire, individuelle avec la femme et l'homme. Alors, souvent, ce sont les femmes qui viennent en consultation. Les hommes sont plus timides, j'ai envie de dire, ou ils sentent moins l'utilité. Mais je les vois enfin, je les vois le plus souvent pour la séance de préparation à l'accouchement. Là, c'est une séance qu'on fait à trois. Enfin, ils sont tous les deux présents. Mais la préparation aux affects avant un enfant, enfin quand il y a un projet de conception, ça va être de revisiter peut-être déjà ses attentes, euh, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos conceptions, déjà personnellement, pour Oui. chacun, pour l'homme et pour la femme.
quelle est l'éducation en termes de santé, comment est-ce qu'on envisage les choses, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on a envie de donner à l'enfant, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui est important. Et les personnes qui viennent ont pas forcément mis des mots là-dessus, ou en tout cas pas forcément exprimé déjà pour soi. Et puis ensuite de voir avec le conjoint, quels sont les points qui sont similaires, quels sont les points qui sont différents, pour déjà partir dans ce projet en toute connaissance de cause, hein, en ayant fait un état des lieux. Ok, sur ces plans-là, on a la même vision. Sur d'autres plans, c'est différent. J'avais un couple, lui par exemple avait son père est décédé très tôt, il était orphelin de père, je crois, à 1 an ou 3 ans, enfin très tôt, et donc il a été baladé d'institution en institution. Et à l'idée d'avoir un enfant, ça soulevait beaucoup d'angoisse. À l'idée, mais s'il m'arrive quelque chose et que je et que je fais la même chose à cet enfant que nous prévoyons d'avoir, non, je préfère ne pas avoir d'enfant. Je ne veux pas prendre ce risque de lui faire vivre la même chose que j'ai vécu. Donc voilà, par exemple, de revisiter ses mémoires qu'il avait lui en tant qu'enfant, puisque le père qui était là, il y avait encore le petit garçon en lui, hein, qui a gardé ses mémoires de souffrance, en tout cas certaines, de ce baladage d'institution en institution. Et une fois ça revisité, accueilli, revu dans un contexte, mis en lumière, ça ne change rien à la situation, ça ne change pas le passé, mais il a pu trouver une certaine sérénité à l'intérieur qui fait que, ah oui, là maintenant, je me sens de devenir père, effectivement. C'est un risque, la vie est faite d'incertitudes. Un enfant, de toute façon, c'est plein de surprises. Si on veut quelque chose de défini à l'avance, c'est pas ça qu'il faut choisir. Donc, donc voilà, le fait d'en parler, de mettre des mots, de mettre de la lumière dessus, ça permet un changement cognitif, j'ai envie de dire, hein, de voir la situation sous un autre angle et de prendre un peu de hauteur, d'apporter un peu de légèreté, même si les souvenirs sont toujours là, mais ils ont plus la même charge, le même serment, la même lourdeur. Voilà. D'accord. Et là, tu es sur des techniques de parole ou c'est des techniques que tu vas allier avec la réflexologie? Oui, c'est les deux. En fait, il y a dans la réflexologie, dans la méthode que je pratique, il y a le toucher, hein, c'est une pratique du toucher puisqu'on travaille des zones réflexes. Et le toucher est très important. Le toucher fait appel à des mémoires neuronales très profondes, probablement de la vie intra-utérine, hein. Quand le fœtus a grandi entouré d'eau, quand il a senti la paroi amniotique sur sa peau, etc. Les neurosciences disent que ce sont des influx nerveux qui sont très profonds. Donc c'est vrai qu'une technique du toucher, elle mobilise quelque chose de très profond et associer la réflexologie à une mise en mots, à associer la conscience, hein, une exploration, une écoute intérieure, une écoute du royaume intérieur. Dans la tradition chinoise, on appelle ça le royaume intérieur. Eh bien, écouter, qu'est-ce que ça fait en termes de sensations corporelles, en termes d'éprouver, d'émotions, qu'est-ce que ça fait émerger comme pensée peut-être, comme croyance, comme concept, euh, euh, voilà, de donner un espace pendant la séance, donner un espace d'écoute pour, euh, pour tout ce que nous sommes, toute la complexité que nous sommes, hein. L'être humain est un être complexe, euh, complexe, mais extrêmement riche. C'est une complexité qui est source de grande richesse. Mais si on ne sait pas l'utiliser, ça devient chaotique, j'ai envie de dire. Donc la séance, elle, elle met tout ça en cohérence, enfin tout. Elle invite à une mise en lumière pour apporter une cohérence, pour que les différentes parties de soi-même s'alignent quelque part, hein, s'alignent en soi de manière cohérente. Je sais D'accord. pas si je suis claire. Donc, Oui, donc en fait, si je comprends bien, tu vas faire une séance de réflexologie et en même temps, tu vas discuter du thème, par oui, exemple de la préconception, avec la personne qui est venue te voir. Donc oui, tu es en même temps en train de travailler sur le toucher oui, et sur la parole pour libérer les mémoires qui pourraient être bloquantes. c'est ça, c'est ça.
c'est ça. D'accord. Alors, les pieds, c'est vrai que la personne est forcément allongée sur un transat. Je touche ses pieds parce que je pratique principalement de la réflexologie plantaire. Et donc, les pieds, c'est la partie la plus profonde de notre être, la plus inconsciente, on pourrait dire. Donc voilà, déjà, son énergie rentre dans... c'est pas intellectuel, hein, c'est pas une écoute intellectuelle, c'est pas du registre du mental. Et alors, tu mets le mot discussion, c'est pas... Alors, je comprends ce mot, mais c'est plus une exploration, j'ai envie de dire. C'est assez calme, hein, on discute pas sur un plan mental ou intellectuel. Je vais poser une question, je vais peut-être demander à l'idée d'avoir un enfant, qu'est-ce que vous éprouvez peut-être? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, hop, son regard rentre, la question est inhabituelle, éprouver, qu'est-ce que j'éprouve? Ou ça, vous le sentez où dans votre corps? Peut-être le ventre, le plexus, le thorax. Et vous le sentez comment? Et est-ce qu'il y a une émotion? Donc, euh, c'est dans l'instant présent, ça concerne le royaume intérieur. Alors, des fois, des souvenirs apparaissent, hein, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure. Euh, des souvenirs apparaissent, d'accord. Quand ces souvenirs apparaissent, qu'est-ce que ça fait en vous là maintenant? Là maintenant. C'est l'instant présent qui va. Donc, c'est une exploration de ce qui se passe en soi maintenant pendant que je travaille les zones réflexes. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une introspection guidée? Oui, oui, c'est vrai que c'est un terme que j'utilise pas, mais qui me paraît sympathique. Mhm, c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu vas ressentir des choses particulières au niveau des pieds quand il y a des éléments clés qui sortent au niveau de la parole? Est-ce que ça se Alors, sent dans les pieds? alors, je dirais c'est les zones réflexes qui sont perturbées, elles vont plus me renseigner sur l'état corporel, sur l'état physique. Ensuite, je prends les poux chinois qui vont plus me renseigner sur l'état énergétique. Et ce qui concerne la vie psychique, j'ai envie de dire, donc les émotions, les pensées, les désirs, les envies, les croyances, voilà tout ça. Euh, ce- je, je laisse à la personne le soin, si tu veux, de m'en informer. Je n'en tire, selon les zones réflexes, je n'en tire pas de déduction. J'en tire seulement des déductions sur le plan corporel pour me dire, tiens, il y a des tensions plus au niveau du bassin, ou plus au niveau de la ceinture scapulaire, plus au niveau digestif, plus au niveau nerveux. Hein, voilà, dans un sens physiologique. Mais dès que ça concerne sa vie intérieure, ses vécus difficiles ou son royaume intérieur, là, personnellement, je reste très en arrière-plan, très discrète, j'ai envie de dire, parce que je pense que la personne, je préfère utiliser sa conscience, je préfère l'inviter à ce qu'ensemble, à créer un espace où elle puisse faire cette introspection, comme tu dis, cette écoute, cette perception, hein, de rentrer en écoute, de percevoir ce qui se déroule en elle, parce que dans le quotidien, voilà, on est pris par les choses extérieures, donc c'est un espace d'écoute et de perception ou d'introspection, et, euh, et je la laisse me évoquer, partager ce qu'elle voilà, ce qu'elle souhaite, ce qui lui vient, ce qui apparaît sur son écran intérieur. Et je pars du principe que ce qui émerge, c'est ce qui est d'actualité. Voilà. Si je dis pas qu'on a trouvé le nœud du problème dès la première séance, mais si elle évoque peut-être quelque chose qui semble superficiel, mais si c'est ce qui apparaît à la séance, je vais partir du principe que c'est ce qui est d'actualité. Voilà, disons, je j'ai choisi de faire confiance à cette énergie de vie. Dans la tradition chinoise, on considère que nous sommes animés d'une énergie de vie qui, par définition, est intelligente. Que donc, ce qu'elle va évoquer à la séance, ça a du sens. C'est ce qui est d'actualité. Et je vais pas chercher des mobiles inconscients ou autres ou différents parce que telle zone est douloureuse ou j'ai perçu telle autre chose, etc. Ma perception, elle est plus sur un plan énergétique et corporel, mais ce qui est plus personnel, je lui laisse les rênes, j'ai envie de dire, hein, les rênes, D'accord. je la laisse me guider. Voilà. D'accord. Au niveau Je, corporel, oui, pour préciser, je trouve parfois que chez
moi personnellement, voilà, quand j'ai consulté, j'ai trouvé parfois que c'était un peu intrusif, hein. Si tu veux, quand j'avais des thérapeutes qui me définissaient, qui définissaient ce qui se passait en moi, comme ça de A à Z, j'ai un problème avec ci, ou vous avez un problème avec ci, avec votre père, avec votre mère, avec tel chakra, avec tel truc. D'être étiqueté comme ça, d'être mis en petite boîte, j'aurais envie de dire. Et moi personnellement, je trouve ça intrusif, hein. Je trouve ça infantilisant, hein, c'est-à-dire, personnellement, je trouve important de remettre à la personne la position du cocher, hein, c'est vous qui savez, c'est votre vie, c'est votre corps, c'est vous qui êtes la mieux placée. Nous travaillons en coopération, nous travaillons ensemble, et vous me dites ce qui est d'actualité aujourd'hui, hein, ce qui émerge à votre conscience aujourd'hui, nous travaillons avec ça. D'accord, tu lui laisses le pouvoir. Et je lui laisse le pouvoir, tout à fait, tout à fait. Alors ça ne veut pas dire que je ne fais rien, d'accord, ou que voilà, mais je l'accompagne, hein, c'est un accompagnement, c'est elle qui a les rênes. Ouais. D'accord. Tu as des protocoles. On parlait tout à l'heure de cycle féminin avant l'interview. Est-ce que tu as des protocoles particuliers? Alors oui, il y a des protocoles quand il y a des cycles irréguliers, par exemple, ou des cycles trop longs, aménorrhés, des cycles courts. Il y a une méthode d'accompagnement réflexologique. Il y a aussi un protocole de préparation à la conception, et puis un protocole aussi d'accompagnement de la femme enceinte durant sa grossesse. Et effectivement, oui. Et tes protocoles, ce sont des protocoles, j'allais dire des planches de réflexologie, mais c'est uniquement corporel ou tu mets toujours avec cette pratique de la parole et est-ce que tu l'enseignes aussi à tes élèves, cette pratique de la parole? Oui, oui, il y a le plan technique, j'ai envie de dire, du toucher, Mm. avec des protocoles, des zones plus particulièrement à travailler, hein, selon les cas, des zones réflexes prioritaires à travailler. Il y a des mouvements énergétiques à favoriser, selon les cas aussi. Donc ça, c'est des protocoles aussi que j'enseigne. Et puis, il y a la mise en mots, ce que j'appelle une mise en mots. Euh, que j'enseigne aussi, oui, tout à fait, pour agir sur le plan du corps, de l'énergie, mais aussi de la conscience, hein, la mise en mots, ça. Alors, pendant l'accompagnement de la femme enceinte, il y a des voyages. Je propose des voyages. La femme enceinte, dans la tradition chinoise, on considère que ça dure 10 mois lunaires, hein, c'est 280 jours, donc une grossesse environ, hein, c'est 280 jours, donc c'est 10 mois lunaires. On raisonne pas en mois solaire, on raisonne en mois lunaire. Et tous les 2 mois lunaires, elle passe par un élément en particulier, le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau. Et je propose un voyage pour chacune de ces loges, pour chacun de ces éléments. Je propose une mise en mots, un voyage qui va potentialiser, qui va favoriser les mouvements énergétiques de cet élément-là, qui est d'actualité pendant ce temps de grossesse. D'accord. Et c'est des mouvements pour la femme ou pour l'enfant ou pour les deux? Alors, dans l'accompagnement de la femme enceinte, je travaille les pieds de la maman. J'effectue un voyage pour soutenir les processus énergétiques pour la maman. Et c'est vrai, Fabienne, c'est vrai que on termine la séance avec un temps pour le bébé qu'elle attend, qui est dans son ventre. Alors, je peux pas lui travailler les pieds, ou en tout cas pas encore. Faudra attendre l'accouchement. Mais, alors c'est un voyage qui dure entre 5 et 10 minutes, hein, en moyenne 8 minutes. C'est une mise en mots puisque les mots vont traverser les espaces, hein, et vont atteindre donc l'espace où ils se trouvent dans cette poche intra-utérine. Et là, donc pour rentrer en contact avec le fœtus, enfin j'aime pas trop le terme fœtus, hein, le terme fœtus est né dans les années 1970 à peu près, hein. C'est un bébé en fait, hein, voilà. Donc pour se connecter au bébé, je vais passer par les oreilles de la mère. Et j'ai eu des très très bons retours. Les femmes me disent que à travers les oreilles, elles sont vraiment rentrées dans une bulle. Elles ont vraiment eu l'impression de s'intérioriser beaucoup plus que quand je suis à leurs pieds. Et que le voyage, elles ont les mains sur leur ventre
et que c'est cette mise en mots pour le bébé, étonnamment, le bébé bouge énormément à ce moment-là. Il réagit, il bouge énormément. Elles ont vraiment l'impression qu'il entend en fait, hein, qu'il remarque quelque chose. Alors la première fois on se dit c'est une coïncidence, mais quand à chaque séance ça se répète au cours de l'accompagnement durant toute la grossesse, voilà, en fin de grossesse, elles disent bien qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe. Donc pour le bébé qu'elles attendent, c'est effectivement de prendre soin de lui à travers une mise en mots, euh, des mots qui c'est poser des mots sur ce qu'on suppose qu'il vit. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un peu d'interprétation, il y a des suppositions. Il n'est pas là pour lui. On peut pas faire appel à sa conscience. Il peut pas nous répondre, dire qu'est-ce que tu éprouves, qu'est-ce que tu sens, comment c'est. Il peut pas nous répondre encore. Donc on part sur des suppositions effectivement. Mais dans la pratique, le soin du nouveau-né c'est pareil. Il parle pas encore, donc il y a une mise en mots aussi qui sont de l'ordre des suppositions. Euh, qui sont basés sur les processus physiologiques, mais aussi énergétiques, et aussi avec des informations qui viennent de la tradition chinoise, plus subtiles. Cette mise en mots s'inspire voilà, de ces s'ancre sur ces connaissances-là. Donc ce sont des suppositions, mais c'est quand même ancré dans des connaissances antiques, hein, en ce qui concerne la tradition chinoise, ou physiologique, d'embryologie, voilà, ce qui est plus moderne. Oui, donc même si on n'a pas un protocole scientifique selon les normes récentes, on s'appuie quand même sur une tradition de quelques milliers d'années. Oui, oui, D'accord. oui. Euh, C'est celle-là qui est la plus riche, hein. Parce que dans les voyages, des fois je mentionne un petit peu l'embryologie, ce qui se passe pour l'enfant sur le plan corporel. Il a fini tous ses organes, son système nerveux se développe, il fabrique 5000 neurones à la seconde ou à la minute, je sais plus exactement, mais c'est pas ça qui touche le plus, pas du tout. non, Oui. d'accord. Euh, c'est quoi la chose la plus folle que tu as vue depuis ton parcours, depuis le début de ton parcours? La chose la plus La belle. plus folle. La chose la plus folle à ce qui me vient à l'idée, alors ce serait peut-être plutôt personnel, mais je dirais c'est d'accéder à la maternité, c'est d'avoir un enfant. En quoi c'est fou? Je trouve qu'il faut, c'est ce que je disais à mon fils, il a 16 ans, il a 17 ans maintenant, c'est ce que je lui disais, de toute façon, il faut être un petit peu barge pour avoir un enfant. J'aurais tendance à dire, faut déjà être un petit peu barge pour en vouloir, hein. Oui, voilà, voilà. Enfin, moi, je suis jamais passée à l'étape d'après, mais déjà en vouloir, hein. Quand tu vois comment ça se passe ailleurs, tu dis, oui, bon, après tout, Mais il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est-à-dire que du néant, d'une étincelle entre deux êtres, la vie s'est déployée sous mes yeux. S'est déployée d'abord sur ces 10 mois lunaires en moi, c'est absolument extraordinaire, phénoménal. Je me suis posé plein de questions à l'époque. Est-ce qu'il se développe bien? Est-ce qu'il est normal? Mais c'est pas possible. Est-ce qu'il est en bonne santé? Alors, dans la tradition chinoise, une grossesse mobilise l'élémentaire. Et l'émotion de l'élémentaire, c'est l'inquiétude. Donc la nature semble avoir pourvu les femmes d'une capacité d'inquiétude extraordinaire, mais probablement pour qu'on soit à l'écoute et qu'on s'intéresse à notre progéniture. Et, euh, et puis après, de voir ce petit être de quelques kilos complètement démuni, absolument complètement dépendant, se déployer pour devenir aujourd'hui des jeunes adultes qui sont de plus en plus autonomes, avec tous les processus, la fatigue, l'exaspération, les surprises, les joies, l'incertitude. Enfin, c'est vrai que c'est les attentes que j'ai pu avoir, ce que je voulais leur donner, ce que je voulais qu'ils deviennent, et puis ce qu'ils sont vraiment. Euh, et euh, je trouve ça absolument fou de se dire il y a c'est un être humain qui émerge de son corps en tant que femme, qui émerge de son corps, qui est complètement distinct
qui est un être individuel, complètement distinct, et pourtant je me sens, j'ai l'impression que c'est une partie de moi. Hein, et bon, ils ont 17 et 19 ans aujourd'hui. Alors voilà, c'est de plus en plus loin quand même. Hein. Nos corps énergétiques sont de plus en plus Séparés. séparés, voilà. Mais ouais, je dirais c'est ça la chose la plus folle, je trouve. D'accord. Avec la sagesse qui est la tienne aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à une version plus jeune de toi, allez, celle d'il y a 20 ans, avant que tu rencontres ton mari, avant que tu parles d'enfants? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Je dirais le conseil que je donnerais à la jeune Mireille de 20 ans que j'ai été peut-être, c'est Par ça? exemple, Ouais, oui, qu'est-ce que je lui dirais à la jeune Mireille de 20 ans? Euh, oh là là, je lui en dirais des choses, hein, je lui en dirais des choses. C'est vrai aujourd'hui. Je lui dirais que c'est magnifique d'être en vie, que c'est à savourer pleinement, que chacun, chacune est un être extraordinaire, merveilleux, que moi je ne savais pas, je trouve à l'époque. Voilà, j'avais grandi avec toujours des gens qui m'ont dit comment j'étais, que ça c'était pas suffisant, qu'il fallait aller vers ça, qu'il fallait pas être comme ci, mais plutôt comme ça. Donc c'est vrai que la jeune Mireille de 20 ans, j'aurais envie de lui dire, n'écoute pas tout ça, ça c'est les idées des autres, hein. C'est les idées c'est les conseils de personnes euh, qui, qui n'auront pas réussi eux-mêmes, hein, puisque ces personnes-là sont pas forcément très épanouies. Donc il vaut mieux pas écouter les conseils qui n'ont pas marché pour eux. Hein. Donc oui, voilà, c'est ça ce que j'aurais envie de dire à tous les jeunes d'aujourd'hui. Hein, c'est un petit peu de dire que la vie est précieuse, que nous sommes des êtres extraordinaires, que, que c'est très précieux et que c'est aussi à prendre soin, à, à cajoler, j'aurais envie de dire, hein, à se cajoler, à faire attention à soi, à, à, à bien écouter qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne me correspond pas, à lâcher un peu le regard des autres, ce qui est attendu par la société. Voilà. hmm, Je sais pas, c'est ça ce qui me vient là maintenant. je pense que c'est le meilleur conseil qu'on aurait pu te donner à l'époque, qu'on aurait pu nous donner, puisqu'on est à peu près, puisqu'on est de la même génération. Oui. Ouais. En préparant l'interview, tu me parlais de quelque chose d'assez extraordinaire. C'est ce diaphragme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui, avec plaisir. Donc la contraception a toujours été une préoccupation prioritaire, hein, puisque la pilule contraceptive était dans mes études vraiment euh, déconseillée pour des raisons de santé. Je l'ai quand même prise 3 mois, ou je sais plus, pas très longtemps, parce que dès que je l'ai prise, je ne me suis plus sentie moi-même. J'avais l'impression que j'étais plus moi. Et effectivement, ce sont quand même des hormones qui modifient aussi les émotions, hein, l'esprit. Euh, donc j'ai eu du bon sens à l'époque, je l'ai tout de suite arrêté. Et à l'âge de 28 ans, j'ai pris connaissance du diaphragme au miel. Donc c'est un diaphragme qui est imbibé de miel. Le miel est un spermicide naturel. Donc à la différence des diaphragmes classiques, pas besoin de mettre une crème spermicide d'origine chimique en général, hein, même si maintenant tu m'as appris, Fabienne, qu'il y avait un gel à base d'acide lactique. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Vraiment, j'en suis ravie. Parce que je trouve le diaphragme une alternative en termes de contraception vraiment optimale. Nous restons maîtres
c'est-à-dire c'est nous qui l'enfilons, donc c'est un rond, hein, c'est un diaphragme que nous allongeons, nous l'enfilons dans le vagin, nous le lâchons, hop, il s'écarte contre le col de l'utérus et forme une barrière mécanique, déjà. Mais la barrière mécanique ne suffit pas, puisque les spermatozoïdes sont quand même assez virulents, vitaux, on va dire. Donc il faut une barrière chimique. Et la barrière chimique, donc, c'était du miel, le miel qui était incorporé dans le caoutchouc, enfin voilà, dans la fabrication du diaphragme. Donc là, la seule contrainte, c'est de garder le diaphragme dans les 9 heures qui suivent un rapport, dans les 9 Comme, heures qui suivent, voilà, comme tous les diaphragmes. Mais ensuite, on peut le garder une semaine, il n'y a pas de souci. Toutes les semaines, on peut l'enlever, le rincer, puis le remettre, si on veut le garder, si on veut l'utiliser tout le temps. Moi, personnellement, je le mettais uniquement au moment de l'ovulation, autour de l'ovulation. Alors, c'est un petit peu plus risqué, soit, hein, mais si on veut pas prendre de risque, on le met tout le temps. On l'enlève une fois par semaine, on le rince, si on le remet. En l'enlevant, donc c'est vrai qu'il faut aller chercher l'anneau du diaphragme et le tirer. Alors en le tirant, comme il s'est étalé contre le col, quand on le tire, ça fait une pression un petit peu contre les parois de du vagin, qui est pas spécialement agréable, hein, c'est vrai. Mais bon, c'est pas, ça se fait. Mais parce que j'ai invité la gynécologue anglaise à venir à Paris sur 2 jours. Elle a vu dans ma clientèle et parmi mes stagiaires, elle a vu sur 2 jours des personnes. Et c'est vrai que j'ai une stagiaire à qui ça a posé un problème. Elle n'arrivait plus à l'enlever. Elle n'arrivait plus à le retirer. Bon, j'aurais envie de dire c'est vraiment très rare. Hein. C'est pas un moment agréable, mais on trouve l'anneau un peu rigide, on le tire. Voilà. Voilà. Puis moi, personnellement, les temps où je l'utilisais pas, puisque je le mettais que pendant l'ovulation, je le mettais dans un pot de miel pour qu'il se re-imbibe de miel. Voilà. Et quand je l'enfilais, je laissais un petit peu de miel. Voilà, tout le monde était très content. C'était un peu plus sucré. Ça y allait dardard. Ça bourdonnait dardard. Les bourdons arrivaient tous. Non, j'en avais qu'un, mais voilà, voilà. Pour la d'accord. petite Le, histoire. Et le diaphragme au miel, donc une invention anglaise, c'est la première fois que j'en entends parler. oui, alors c'est américain, c'est Ah, c'est américain. américain. Oui, j'avais contacté une gynécologue à Paris, c'était une de mes stagiaires, pour lui demander si elle voulait pas prendre le relais, parce que vraiment, je trouvais ça extraordinaire, cette contraception, une alternative extraordinaire à la pilule. Et alors, elle m'a demandé des études, alors j'ai demandé au docteur Bond, la gynécologue à Londres qui faisait ça, c'était le docteur Bond. Et, et bon, ça l'avait pas convaincu. Donc, bon, moi, je suis pas gynécologue, je pouvais pas me lancer là-dedans, mais vraiment, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire si j'avais été dans gynécologue. Hein. Proposer cette alternative aux femmes, je trouve ça cadeau, quoi, vraiment cadeau. Hmm, ouais. Bon, contraception, en médecine chinoise, il y a des choses particulières. Pas à ma connaissance, non, pas à ma connaissance. Alors, Non. il y en a peut-être, mais j'avoue qu'en termes de contraception, en médecine chinoise, les protocoles en acupuncture, c'est plus pour aider à la fertilité, tu vois. C'est pas pour l'enlever. Oui, on est dans la réparation. Euh, non, figure-toi, oui, c'est marrant que tu me demandes la question. Dans mes études, jamais on n'a parlé de méthode de contraception, c'est vrai. Ouais. D'accord. J'ai même pas pensé, tu vois, s'il existe. Bien, je vais me renseigner. Ouais, c'est vrai que jamais, c'était toujours des techniques d'aide à la fertilité, mais Oui, pas oui. oui. Alors, j'ai pas énormément de connaissances en médecine traditionnelle chinoise, mais dans ce que je connais, j'ai jamais rien vu sur le plan contraceptif. Je sais qu'il y a des manœuvres qui sont risquées parce qu'elles peuvent déclencher des fausses couches. Mhm, Après, un avortement peut être une fausse couche volontaire, mhm. mais j'ai jamais rien vu non plus de contraceptif vraiment.
même spermicide, j'ai jamais vu passer quoi que ce soit. Mais je ne suis pas une spécialiste de la médecine traditionnelle chinoise, je suis une curieuse. Oui. Alors, il y a des points d'acupuncture et des zones réflexes qui sont abortives, hein, c'est vrai. Alors, chez les personnes qui ont voulu interrompre une grossesse, euh, eh bien, on les a testés. Parce que quand j'étais en Allemagne, j'ai vécu en communauté. Mon école en soins naturels a créé enfin, les stagiaires ont choisi de vivre ensemble. Donc, on était un groupe d'une quinzaine de personnes. On a loué une grande maison et on vivait ensemble. On était en priorité, la majorité des personnes étaient heilpraktiker, étaient dans les soins naturels, mais les conjoints, des fois, étaient pas dans ce milieu-là. Donc, on a eu un maçon, on avait aussi une bibliothécaire, etc. Mais on était énormément de praticiens en soins naturels. On faisait énormément d'échanges. Et là, c'est arrivé on a cherché à interrompre une grossesse. On a fait toutes les techniques abortives qu'on avait appris. Les plantes, l'acupuncture, la réflexologie, tout. Ça n'a pas marché. Il a fallu aller prendre l'aspirateur chez le médecin. Donc, si tu veux, on dit que c'est abortif, mais voilà, moi, ce que j'en conclus aujourd'hui, hein, parce que ça s'est fait, alors, c'était peut-être 8 ou 10 fois, tu vois, c'est pas énorme, mais 8 ou 10 fois, ça m'est arrivé de chercher à interrompre une grossesse à travers ces techniques. Ça n'a jamais marché. Mm. Et donc, ma conclusion, c'est quand même que quand l'énergie de vie, quand un bébé, quand la vie veut prendre corps, veut prendre forme, eh bien, c'est quand même bien tenace. Mm. Oui. Bah, alors, ces techniques, elles peuvent être utilisées aussi dans le cadre de, comment dirais-je, quand il y a un besoin impératif à déclencher une fausse couche. Je pense par exemple sur des œufs clairs, Mhm. hein, Oui, voilà, des grossesses qui sont pathologiques. oui, L'œuf clair, c'est une grossesse où il y a pas d'embryon, il y a que la poche tout à fait. amniotique et le placenta. Et même là, c'est très compliqué. Donc, comme tu dis, l'énergie de vie, elle est là et elle se manifeste, même parfois de manière pathologique. Oui, alors c'est vrai que, alors je dis que l'énergie de vie est intelligente, mais il semble y avoir des loupés de temps en temps. Hein, ça c'est vrai. Elle est intelligente, mais elle a sa logique à elle qui est pas forcément la nôtre. C'est vrai. Hein, je suis d'accord. Il y a des enfants qui viennent avec des malformations. Donc là, on se dit, mais Mireille, comment tu peux dire que c'est bien fait? Effectivement, hein, c'est une autre logique peut-être qui n'est, c'est d'une autre dimension. Euh, alors, un œuf clair, quand il y a une malformation, effectivement, la nature fait en sorte qu'il y ait une fausse couche, hein, que le bébé soit expulsé. Et là, la réflexologie peut soutenir le processus d'expulsion de fausse couche. Quand il y a un œuf clair, alors en médecine, moi, ce que je connais des sages-femmes, c'est que ça aboutit à une fausse couche, mais ça prend plus ou moins de temps. Et la femme a des fois envie que ça se fasse tout de suite. Hein, Oui. voilà, il n'y a pas de bébé, j'ai envie que ça se fasse tout de suite. Et elle n'a pas envie d'attendre. Des fois, il faut attendre un à 2 mois, si ma mémoire est bonne. Bon, c'est peut-être plus une sage-femme là qui pourrait préciser. Parce que moi, c'est vrai qu'en consultation en réflexologie, c'est plus des suivis physiologiques hein, que je vois, Mm. mais ou que j'accompagne lors quand il y a eu une fausse couche, elle vient me voir. Mais dans les œufs clairs, j'en ai eu quelques-unes. Et donc, elle, la médecine va conseiller, voilà, d'intervenir pour pas faire attendre la femme. Mais si elle n'intervient pas, ça aboutit à une fausse couche. C'est juste que on veut pas faire attendre, garder cet état de grossesse alors qu'il n'y a pas de bébé. Oui. C'est un petit laps de temps dont on veut épargner la femme. Ceci dit, bon, il faut l'épargner peut-être, mais la nature euh, laisser du temps aussi au temps, hein, laisser du temps aussi à la femme de faire un deuil, de savourer, enfin de savourer, c'est peut-être pas le bon terme, mais d'honorer ces quelques mois de grossesse, même si ça n'aboutit pas à une vie. Il y a quand Mm. même quelque chose qui s'est fait. Oui. Et de prendre le temps.
la démarche très interventionniste qui est quand même médicale, soi-disant pour nous soulager, bien souvent, ça nous évite de traverser des processus. Ou ça nous met en place dans d'autres processus. J'ai le souvenir d'une de mes collègues qui était enceinte et c'était un œuf clair. Et elle a découvert que c'était un œuf clair à l'échographie du troisième mois. Oh là, Oui, ils donc n'ont pas vu c'était... avant? Non, ça n'avait pas été vu parce que tout se passait bien. Au niveau des analyses, tout était bon. Et il a fallu l'échographie pour se rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas d'embryon, il n'y avait pas d'enfant. Et elle en Et, était au troisième trimestre? et oui, au troisième mois. Ah, au troisième mois. Ah Au oui, troisième d'accord. mois, pas au troisième trimestre, au troisième mois. Ah oui. Et Donc l'échographie ah oui, du troisième mois. Oui, d'accord. Donc la première voilà, échographie, en à la, fait. pre- voilà, la Oui, première voilà. C'est échographie. ça. Et donc derrière, bah, ça a été hospitalisation et curetage en service maternité, Hmm. avec donc tout le staff autour, les mamans, les nourrissons, etc. Pour l'avoir accompagné en tant que collègue, je ne sais pas ce qui a été le plus compliqué. Si ça a Hmm. été l'annonce que la grossesse était vide ou si ça a été le séjour en maternité. Ça a été un moment qui était très, très compliqué pour elle. On était collègues, on était bonnes copines, on n'était pas amies, Hmm. mais ça a vraiment été une épreuve. Hmm. 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 Oui, Et j'imagine, oui. ouais. Hmm. Et c'était trop avancé pour passer par la voie chimique. Il a fallu le curetage. Oui, alors après avoir, faudrait que il me semble que Bah bon, c'était la décision du médecin, de toute façon. Donc, oui, oui. Mais je pense que dans les 4 à 6 semaines qui suivent, à vérifier avec une sage-femme, hein, ou un obstétricien, mais dans les 4 à 6 semaines qui suivent, euh, si l'œuf est clair, il euh, s'élimine de lui-même. s'élimine de lui-même. Puis c'est au troisième mois à peu près que le placenta devient mûr. Mm. Euh, et c'est bien l'embryon qui fabrique le placenta. Donc, s'il n'y a pas d'embryon, toutes les structures qui permettent d'échanger avec la mère, euh, il est relativement autonome énergétiquement parlant, le premier trimestre, mais le deuxième et troisième trimestre, il dépend complètement de l'apport énergétique et nutritionnel de la mère. Et ça, c'est Mm. lui qui le met en place. C'est étonnant, hein, de voir comme l'être qui s'incarne est actif, hein, dans sa construction. Donc, si l'être n'est pas là, hein, je pense que toutes ces structures ne se mettent pas en place. Mais comme tu dis, c'est vrai que la médecine en général intervient. Voilà. Donc, je, c'est ce que j'ai eu aussi, hein, en consultation, la médecine intervient. Ouais. Mm. Et c'est toujours, oui, c'est toujours difficile, hein, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et on ne Ça sait pas trop demande... ce qui est plus difficile. Ouais. Mm. Oui, on ne sait pas ce qui est plus Mm. compliqué, si c'est l'intervention ou l'arrêt de la grossesse, mais c'est vrai que derrière, il y a un gros travail d'accompagnement à faire Oui. Oui. pour Les aider à fausses passer. couches, les fausses couches qui se font entre 8 et 12 semaines d'aménorrhée, voilà, donc à peu près au troisième mois, sont vécues de manière très variable d'une femme à l'autre. Il y a des femmes, c'est vraiment un deuil à faire. Pour elles perdent un enfant. Et pour d'autres femmes, c'est un retard de règles avec des règles plus abondantes. Bon, c'est une petite déception, mais c'est très variable en fait, hein. Le vécu des fausses couches est vraiment très variable d'une femme à l'autre. Mm. Pour les fausses couches en tout cas, hein. Ça Oui, oui, c'est oui. Oui. Bah, après, il y a la notion d'investissement émotionnel dans la grossesse, c'est qui est pas le ça, même non plus. Et puis, il y a toute l'histoire de la conception qui vient s'ajouter. c'est ça, Hein. c'est ça. Voilà, est-ce que, tout à fait comme tu dis, hein, est-ce que c'est le premier? Est-ce qu'on l'a attendu depuis longtemps? Il est enfin là, puis il part plus tôt Voilà. que... C'est surtout ça joue beaucoup. Ouais, ouais. Si j'avais une dernière question à te poser, ça serait, est-ce que tu as, allez, un raccourci secret que tu aimes utiliser pour gagner du temps, pour gagner en efficacité? C'est quoi ton petit truc en plus? Ouh là là, comment gagner du temps? Ou pour être plus efficace?
ça. Pour être plus efficace? Ouais. Efficace dans quel sens, tu veux dire? Professionnellement, faire la Bon. vaisselle plus vite, faire la Ah oui, c'est vrai, on est des femmes. efficace, efficace sur le plan d'être plus heureuse, sentir plus de joie. C'est quoi pour toi l'efficacité? C'est le faire, c'est l'être. Ah, mais moi, j'ai posé la question, à toi de trouver la réponse qui te convient. Alors, moi personnellement, en ce moment, ce que je me dis, c'est que ce que j'aimerais, c'est être moins dans le faire et plus dans l'être. Voilà. Donc, l'efficacité, en termes d'efficacité, si j'arriverais à être plus dans l'être et moins dans le faire, savourer plus l'instant présent plutôt que de me projeter sur tout ce qu'il y a encore à faire. Et voilà, en termes d'efficacité, l'efficacité, oui, moi j'ai envie de dire, pour moi, être efficace, une journée dont je suis contente, où je me considère que j'ai été efficace, c'est une journée où j'ai savouré l'instant présent, où j'ai senti la plénitude de l'énergie de vie qui alimente ma vie, notre corps fini, enfin, le corps, la vie, toute la vie psychique, et puis qui alimente aussi tout ce qui est autour. Tu parlais d'un jardin, voilà, dans le jardin, ou en tout cas ses voisins, ses enfants autour. Être en lien dans l'instant présent avec soi et avec l'autre. Je dirais, c'est ça pour moi une journée réussie, une journée efficace. Mais bon, c'est euh, j'ai aussi une préoccupation pour l'efficacité, d'avoir répondu aux mails et que le frigo soit plein. Ah oui, c'est vrai, t'as 2 ados à la maison. Voilà. Post-ado, jeune adulte, et c'est 2 garçons, donc c'est l'âge où il faut remplir les assiettes. C'est ça. D'accord. Bah, écoute, Mireille, je te remercie. Merci à toi, Fabienne. Je te Merci retournerai bien d'être toutes ces questions que je trouve intéressantes, mais bon, une autre fois peut-être. une J'aimerais bien autre entendre fois tes peut-être. réponses à toi. Une autre fois. Écoute, je te remercie. Je vais mettre dans les éléments de description du podcast tes coordonnées pour ceux qui veulent te contacter en direct. Alors, merci beaucoup. Et puis je te Merci à dis à toi. bientôt. À bientôt, Fabienne. Cet épisode t'a plu? Alors abonne-toi et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode. Et puis tu peux partager sur les réseaux sociaux, faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis. Je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ton attention.